Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le futur président de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, devrait être élu le jeudi prochain au CICB à Bamako. Et parmi les 3 candidats, Alassane Souleymane. Juste pour vous dire que Studio Tamani a décidé de donner la parole aux 3 candidats. Et la première personne à avoir accepté notre invitation est Alassane Souleymane. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et sur ce plateau, il y a également 2 spécialistes du sport qui sont avec moi. Mamadi Diakité dit Ben Barek, journaliste sportif à la radio Bamakan. Bonsoir Ben Barek. Bonsoir Mohamed. Yacouba Tangara, journaliste sportif chez Planète Sport Mali. Bonsoir Tangara. Bonsoir Mohamed. Alors je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs et internautes. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Alassane Souleymane, vous êtes un des 3 candidats à la présidence de la Fédération malienne de football. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. La première question qui se pose, pourquoi vous voulez être président de la Fédération malienne de football? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. La réponse, elle est simple. J'aime le football. J'aime le football. Je suis dans le football. Je suis rentré dans le football. D'abord en le pratiquant comme tout le monde le pratique, dans les rues, dans les quartiers. Ensuite, j'aime le football parce que je suis journaliste du sport. Et donc, dans ma carrière, j'ai fait du journalisme sportif. J'ai suivi des équipes dans leur mouvement, dans leur compétition au Mali, en dehors du Mali. J'ai couvert des compétitions nationales et internationales. J'ai côtoyé les hommes et les femmes qui font vivre notre football ici et qui font vivre le sport hors du Mali. Et j'ai assumé des fonctions dans le football parce que j'ai été au comité exécutif de la Fédération malienne de football de 2009 à 2011. Et autour de ça, je participe à financer, à parrainer des compétitions de masse. Et aujourd'hui, il y a une équipe à Gao qui m'a invité depuis 2 ans, 3 ans à être dans le comité directeur, un club de 2e division. Et donc, je pense que je suis un acteur du football. Je dois aider le football tant que je peux. Et pour moi, aujourd'hui, dans le contexte actuel de 2019, la meilleure manière d'aider le football, c'est de briguer la présence de la FEMAFOOT, de participer à la campagne, de défendre mon projet et d'aider à la sortie de crise. Et donc, votre projet s'articule autour de 3 piliers, convergence, innovation et performance. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce que Alassane Souleymane va apporter à la Fédération malienne de football? Écoutez, la réponse, elle est simple. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été dans cette instance, de côtoyer des hommes, de côtoyer des femmes, de voir comment ils travaillent. C'est des hommes qui sont très dévoués, qui sont très volontaires, qui veulent faire avancer les choses. Au moment où j'étais là, on a pu faire de bonnes choses, et puis on a connu des échecs. Mais moi, j'ai une autre idée du football. C'est que je pense que le football aujourd'hui n'est plus cette matière sportive qui doit être pratiquée parce qu'elle doit simplement faire plaisir. Le football, aujourd'hui, est un secteur vital, professionnel, qui engage des hommes et des femmes qui croient en ce sport-là et qui fondent leur avenir dans ce sport-là. Les joueurs, aujourd'hui, c'est des professionnels qui ont des salaires, qui ont des carrières, qui doivent être protégés et tout. Et le Mali ne peut pas être en marge de ça. Aujourd'hui, il faut que, dans notre gouvernance, qu'on comprenne que le football doit être géré d'abord par des idées. Il faut avoir des idées, il faut les coucher sur un papier, et donc il faut faire un projet. Et quand vous avez fait votre projet, il faut planifier. Après, chercher les moyens, fixer des objectifs à atteindre et atteindre ces objectifs-là. Et ça, c'est le management. Aujourd'hui, le football malien ne peut pas rester en marge de ce mouvement mondial de modernisation et tout. Et si nous ne faisons pas cela, nous continuerons non seulement à vivre les crises, mais nous continuerons aussi à reculer au lieu d'avancer. Et moi, je veux aider le football malien aujourd'hui à avancer par les idées, par les convergences, vous le verrez dans mon programme, que les gens se mettent ensemble, travaillent ensemble, et avec le cœur plein de joie qu'on atteigne des objectifs et des performances que le Mali n'a pas encore connues et pour lesquelles nous n'avons pas aujourd'hui d'excuses de voir que notre pays n'a pas atteint ces performances. Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 78 radios à travers le Mali et 3 télévisions. Je rappelle que les 3 candidats bénéficieront de la même invitation. Aujourd'hui, c'est Alassane Souleymane
Suleiman. Demain, mardi, Bavieux. Et mercredi prochain, ce sera avec Salah Babi. Alors, je donne la parole aux deux spécialistes du sport. Mamadi Diakité dit Ben Barek. Quelles questions avez-vous à poser à notre invité? Alassane Suleiman, votre programme constitue 11 axes prioritaires. Ces 11 axes prioritaires, comment allez-vous vous mettre en œuvre pour respecter ces axes prioritaires? Est-ce que vous avez les moyens de mettre ces axes prioritaires au service du football malien? Je vous permettrai d'abord je vous demanderai pardon de me permettre d'expliquer mon projet. Notre projet, nous l'avons bâti sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est convergence. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas le cacher. On a un football déchiré, déchiqueté, complètement en lambeaux parce que les gens ne s'entendent pas. Et on a fait 3 ans sans compétition, les joueurs sont éparpillés. Et nous avons dit, le meilleur projet pour sortir le football de cette crise-là, c'est de créer des convergences, que les acteurs se mettent ensemble. Parce qu'on aurait pu dire réconciliation, mais réconciliation, c'est limité. Parce que si les gens ne s'entendent pas, vous leur dites de s'entendre, ils peuvent s'entendre. Après, chacun va aller suivre son chemin. Mais nous, on n'a pas besoin de ça dans le football. Et d'ailleurs, le football ne peut pas aller sans ça. Il faut que les gens se mettent à travailler ensemble. Vous pouvez être dans votre ligue, dans votre club, dans votre groupement professionnel, mais vous êtes obligé de converger avec les autres acteurs. Parce que les équipes se rencontrent. Parce qu'il y a des instances qui se rencontrent. Donc, on est obligé d'aller ensemble. Un club ne peut pas faire une compétition seul. Il faut faire les licences. Il faut avoir des rivaux sur le terrain, des adversaires. Il faut échanger. Si on n'a pas ça dans le football, il ne peut pas avoir de football. Et c'est ça qui nous a manqué pendant ces 3 à 4 années. Et nous avons dit, la première des choses, c'est de créer des convergences. Et la meilleure manière de créer ces convergences, c'est d'avoir un projet dans lequel tout le monde se reconnaît. Notre projet, si vous l'ouvrez, personne ne se sentira lésé. Tout le monde a quelque chose à faire dedans. Et d'ailleurs, au-delà, si nous ne sommes pas élus le jeudi prochain, ce projet-là peut servir même dans les sous-districts. Ils n'ont qu'à l'ouvrir et de regarder les programmes et les initiatives qui sont dedans et de les appliquer à leur niveau. Si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous êtes convaincu que vous allez être élu? Mais écoutez, c'est une élection, on y va. Moi, je crois à toutes mes chances. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est un milieu que je connais les hommes. Et moi, je sais que le jeudi prochain, je serai le moins surpris par mon élection. Parce que je sais qu'aujourd'hui, nous sommes la solution à la sortie des crises. Je sais que nous avons le meilleur projet. Malgré l'expérience de mes concurrents, j'ai le meilleur projet que je n'ai même pas besoin de faire la fine bouche. Et je sais que je peux unifier notre football. Je peux rassembler parce que moi, aujourd'hui, je peux rentrer dans la maison de n'importe quel acteur du football. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. D'accord. Toujours concernant le programme, vous avez parlé des convergences. Concernant les innovations et les performances, qu'est-ce que vous entendez par innovation et performance? Juste avant de parler d'innovation, l'initiative que nous avons par rapport aux convergences, nous avons fait le tour des anciens présidents de la FEMAFOOT. Ils en sont 5 aujourd'hui qui vivent avec nous. On est allé chez eux, on a discuté, on leur a dit, on ne peut pas comprendre que vous êtes en marge du football alors que les acteurs du football ne se parlent pas. Vous avez contribué à ce football, vous avez connu des échecs, vous avez connu des réussites. Si nous, aujourd'hui, nous nous tapons la poitrine en disant que nous sommes des acteurs, c'est parce que c'est votre héritage. Et donc, quand les gens qui viennent après vous ne s'entendent pas, il faut que vous soyez là. Nous allons créer les conditions pour que tout le monde soit là. On n'aura pas besoin d'aller appeler les gens. Nous allons créer un conseil national des sages du football. Ça prendra le temps que ça prendra. En tout cas, tant que les gens ne s'entendront pas, c'est eux qui verront comment parler avec les gens. On les appellera à chaque fois que de besoin pour leur dire il y a ce conflit-là, en dehors des dispositions statutaires, parce qu'on a des commissions qui s'occupent de gérer les litiges et tout ça, de les appeler parce qu'eux, ils ont un vécu. Ils ont une expérience, ils ont des choses que nous ne connaissons pas. Et donc, on ne peut pas les laisser en rade. Nous leur ferons appel. Alors, parlons des innovations. Vous savez, le football aujourd'hui, c'est une matière qui évolue. Le football est fait aujourd'hui de sciences et de techniques. Ce n'est plus comme avant où on jouait parce qu'on avait envie de faire. Aujourd'hui, même la FIFA, elle a des experts qui réfléchissent toujours pour améliorer le jeu, pour améliorer l'administration, pour améliorer la gestion, que ce soit des équipes, des compétitions, des clubs et tout. Nous, on ne peut pas rester en marge de ça. Nous, dans notre projet, vous le verrez, on a beaucoup d'initiatives de programmes et de projets. Par exemple, on a ce nous appelons Admin Pro.
Nous verrons comment renforcer les capacités de la fédération en créant de nouvelles directions, en créant de nouveaux départements pour trouver les meilleures expertises possibles pour travailler pour la fédération. Parce que n'oublions pas une chose, la fédération doit être génératrice d'emplois, de création d'emplois. Nous chercherons les moyens. Les moyens aujourd'hui, regardez le budget, sa question, il m'a demandé les moyens. Regardez le budget de la fédération. Le dernier budget, je me souviens que j'ai regardé en 2015, les ressources propres de la fédération ne dépassaient pas 50 millions. C'est-à-dire les ventes des tickets, peut-être les frais de licence et tout ça, 50 millions. 50 millions, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert même pas au fonctionnement d'une journée. Et donc, nous, en dehors des subventions de la CAF, de la FIFA, qui sont très conséquentes, et même de ce que le sponsor Orange apporte au football, la fédération doit trouver d'autres ressources pour pouvoir se financer. On ne peut pas toujours attendre les subventions des autres. Il faut que nous, on fasse de notre football un produit vendable. Et ce produit-là ne peut être vendable que quand on met une dose de marketing. Il faut que le marketing rentre dans notre football. Il faut que quand on va au stade Omnisport Modibo Keïta, qu'on va au stade du 26 mars, que quand les gens sont là, les supporters sont là, les gradins sont remplis, qu'on sache que c'est du spectacle qu'on est en train de produire. Et ce spectacle-là a du coût. On doit faire à ce qu'il brille parce qu'il faut que les télévisions viennent le prendre. Il faut que les sponsors, les annonceurs viennent le prendre. Et si nous ne mettons pas les idées en avant dans les projets, nous n'atteindrons rien. Tant que nous continuerons à nous entredéchirer pour des petits intérêts inavoués, on n'atteindra rien. Le football appartient à tout le monde. Et donc, nous avons dit, et regardez, je le dis à n'importe qui, j'ai dit le stade et le Djoliba aujourd'hui font partie de notre patrimoine. Ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est des clubs qui ont quand même été des clubs nationaux. C'est l'État qui a contribué à les installer, à leur donner des infrastructures. Et la plupart du temps, quand c'est les compétitions internationales, c'est l'État qui assiste ces clubs-là. Et donc, nous, acteurs du football, nous devons savoir que ce patrimoine est à préserver. Quand vous parlez de clubs historiques en Afrique, on cite le Djoliba, on cite le Stade, on cite le Real. Est-ce que les autres clubs ne vont pas se sentir lésés? Non, pas du tout. Mais c'est eux qui ont été là à l'avant-garde. Les autres clubs doivent les voir, essayer de les dépasser. Et donc, si aujourd'hui... S'ils continuent à bénéficier plus d'assistance au niveau de l'État... Non, ils n'ont pas d'assistance de l'État. Aujourd'hui, quand les clubs ont de l'assistance de l'État, c'est quand il y a une compétition internationale. Là, c'est valable pour tous les C'est valable pour tout le monde. Quand vous sortez à l'extérieur, l'État vous assiste parce que, regardez, nos clubs, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de prendre en charge 30 personnes dans une délégation pour aller jouer hors de Bamako. Il faut toujours aller au ministère, faire des appels de fonds. Nous pouvons arrêter ça. Si on met de l'importance à notre football, on apporte, en plus de Orange aujourd'hui, vous connaissez quelle banque dans le football malien? Il n'y en a pas. Et pourtant, il y a plein de banques ici. Vous connaissez quelle assurance dans le football malien? Il n'y a pas de compagnie de transport, partenaire officiel, qui peut nous faire un abattement de 40%, de 60% quand on a nos équipes qui... Mais ça, ce sont les idées. Mais comment séduire ces investisseurs-là dans un pays où les clubs n'ont même pas de sponsors, ils n'ont pas de quoi à séduire les investisseurs dans un pays où le football manque de visibilité? Je vais vous dire. La première des choses, il faut arrêter de se chamailler. Il n'y a aucun intérêt à ne pas s'entendre. Moi, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi des adultes, des individus, des responsables, des chefs de famille ne s'entendent pas autour de quelque chose qui doit nous unir, qui est le sport, le football. Et regardez tous les gens qui ne s'entendent pas aujourd'hui. La plupart d'entre eux, ils sont suffisants économiquement. Ils ont leur salaire ailleurs. Ce n'est pas dans le football. C'est une partie de ce salaire qu'ils investissent dans le football. Parce qu'ils aiment le football. Et pourquoi vous aimez le football? D'ailleurs, vous n'attendez pas un retour sur investissement. Ça, c'est de l'argent perdu parce que les clubs ne gagnent pas. Et donc, pourquoi vous ne vous entendez pas? Alors que vous mettez vos sous pour faire plaisir, pour aider les joueurs, les entraîneurs et tout, vous ne vous entendez pas. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses que l'on cherche. Alassane, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on voit que vous, les dirigeants, je vais parler les trois candidats et leurs colistiers, il y a cette grande gymnastique intellectuelle, physique et même économique pour avoir le comité exécutif. Concrètement, il y a quoi dans les champs, il y a quoi les croustillants au niveau du comité exécutif? Moi, est-ce qu'il ne fallait pas balayer ta propre chambre d'abord avant de balayer la chambre commune? Je vais vous dire, moi, quand j'étais membre du comité exécutif, si vous prenez les membres qui étaient là, je pense que j'étais quelque part le plus productif, celui qui travaille le plus.
parce que je faisais en même temps officier média de l'équipe. Donc moi, je voyageais avec l'équipe. Je travaillais pour l'équipe. C'est moi qui faisais des dépêches. Je faisais des interviews. Je transcrivais toute la nuit, je ne dormais pas. Mais les autres présidents de commission ne font pas ça. Et ils ne font que présider quelques réunions à la fédération qui ne sont même pas régulières. Et donc, les gens, ils viennent, je pense, pour beaucoup plus... pour faire de l'apparat, parce qu'on vous appelle président, parce que vous avez une place dans la loge officielle, on dit que c'est vous qui êtes les chefs, parce que vous voyagez peut-être avec les sélections. Mais aujourd'hui, ça ne gère pas le football. Ça ne gère pas le football. Et vous avez des clubs qui ont du mal à accéder à... Mais bien sûr, il faut travailler aujourd'hui. Il faut travailler. Okay. À mon avis, quand on parle de foot, normalement, on doit parler de l'équipe nationale Fagnon du Mali, les Aigles. Donc, dans votre programme, vous avez parlé du contrat national de football. Il s'agit de remporter là une Coupe d'Afrique chez les seniors et se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar prévue en 2022. Alors, sur quoi ça veut dire quelque chose manquait aux Aigles. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué aux Aigles pour remporter au moins un trophée avant cette date? Et qu'est-ce que vous faites dire que dans votre contrat et que ce plan peut aussi et permettre aux Aigles de se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar? Je vais vous dire, le jeudi prochain, je suis élu dans la journée. J'ai dit aux gens, adhérez à notre projet, mettons-nous ensemble, travaillons. 1 an, 2 ans. La prochaine CAN, c'est dans 2 ans. S'il n'y a pas de bruit et qu'on ne se mette pas à se faire des crocs en jambes, à se quereller, à s'attaquer, vous verrez qu'on se rapproche du sacre. Peut-être qu'on ira en finale. Et peut-être même qu'on va remporter. Parce que pour remporter, vous savez, pour remporter une compétition, il ne suffit pas de mettre les joueurs ensemble, de leur dire je vais payer vos primes, de leur dire non. C'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place. Depuis le premier regroupement jusqu'à la finale de la compétition que vous visez. Et tout le monde doit parfaitement jouer son rôle. Et quelle est la stratégie que vous prévoyez? Regardez, depuis 2002. Nous, on a joué la CAN 2002 ici. On a été 4e. On avait une belle équipe qui était jeune, comme celle qui était en Égypte récemment. C'était des jeunes qui avaient 18, 19 ans, 20 ans. Ils avaient l'avenir. Et l'avenir pour nous, c'était quand? C'était en 2004. C'est-à-dire la CAN d'après. On était en Tunisie. Mais vous savez dans quel contexte l'équipe est allée en Tunisie? Mais à la fédération, les gens ne s'entendaient pas. Les gens étaient en train de se tirer dessus. L'équipe, vous vous souvenez de la débâcle contre le Maroc? Mais cela dit à quoi? Mais c'est parce que les gens ne s'entendent pas. Pourquoi les gens ne s'entendent pas? Mais parce que les gens oublient qu'ils ont des missions qui sont statutaires, qui sont dans les textes, qu'il faut respecter. Les gens sont là pour leurs intérêts. Chacun veut être chef. Il faut qu'on domine nos égos. Est-ce que vous êtes l'homme qu'il faut pour pouvoir changer cela? Est-ce que vous êtes l'homme qu'il faut pour pouvoir changer cela? Je vais vous dire que la recette, elle est très simple. Quand vous voyez les gens se battre, c'est ceux qui sont sous-employés. Ils n'ont pas de travail. Il faut faire travailler les gens. Et moi, je vais envoyer... Généralement, excusez-moi monsieur, généralement on voit que ce sont les têtes d'affiche, les présidents des clubs qui sont en train de se chamailler. Vous l'avez dit, ils ont de l'argent, ils investissent. Ils n'attendent même pas un retour d'investissement. Donc ce n'est pas un problème d'argent qu'ils ont. Attendez. Moi je vous dis, j'ai été à la fédération. Aujourd'hui, il y a des fonds conséquents à la fédération. Des subventions de la FIFA, de la CAF qui dépassent le milliard, les 2 milliards. Il peut y avoir certains qui veulent arriver à la fédération pour faire même pas sur ça. Moi, je le sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se mettre sur des listes aujourd'hui parce qu'ils ont leur société derrière, ils ont leurs entreprises derrière, ils veulent arriver là-bas pour avoir les marchés et tout ça. Mais il faut qu'on sorte de ça. Si vous êtes président d'un club, président du Djoliba, de l'AS Real, président du stade, mais ce que vous pouvez gagner avec ces clubs, vous ne les gagnerez pas avec la fédération. Il vous suffit juste de mettre votre club en bonne position, de remettre tout le monde au travail, de remettre les joueurs au travail pour qu'ils soient performants. Vous allez vendre 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, vous aurez plus de 2 milliards. Oui, mais aujourd'hui, vous aurez plus de 2 milliards. Je pense qu'aujourd'hui, on est toujours à l'état de l'amateurisme. Alors, il faut professionnaliser le foot malien. Oui. Alors, à votre niveau, les professionnels occupent quelle place dans votre projet? Mais il faut qu'on y aille. Le monde est professionnel aujourd'hui. Et nous, on est amateurs. Nos textes, les anciens et même les nouveaux, l'annonçaient.
Mais une chose est d'annoncer, ça c'est les intentions, il faut aller au-delà des intentions. Le professionnalisme, vous regardez tous nos clubs, même ceux qui sont réputés être grands, ils sont dans un environnement amateur. Donc c'est à la fédération de créer les conditions pour que l'on parte au professionnalisme. La première des choses, d'abord, c'est d'élaborer les textes de la Ligue professionnelle, parce qu'elle est annoncée dans les textes, dans les statuts. Et une fois que ces textes-là sont élaborés, on va mettre en place le bureau de la Ligue professionnelle. Et une fois que ce bureau-là est mis en place, il va maintenant essayer de faire l'état des lieux au niveau des clubs qui sont prêts d'abord. Ceux qui sont prêts, qui peuvent donner la garantie qu'ils peuvent payer un certain nombre de joueurs dans l'année. Leur garantir un salaire, une assurance. Et puis, payer autour les entraîneurs et tout ça. Ça peut être 5, 6, 7, 8 ou 10. On va commencer avec ça. Et derrière, maintenant, la fédération, en accord avec la Ligue professionnelle, doivent essayer de trouver les meilleures voies possibles pour apporter le financement nécessaire pour renflouer les caisses de ces clubs-là pour que les autres puissent venir. Et ça, c'est le travail de la fédération. Mais si on n'a pas des idées, on n'a pas le projet qu'on couche d'abord et qu'on fasse adhérer les gens pour savoir que leur intérêt est dans ça, on n'arrivera à rien. C'est ça qui n'existe pas dans notre football aujourd'hui. On a constaté souvent que l'État, qui est le garant juridique et pourvoyeur économique du football au Mali, a des tiraillements souvent avec le comité exécutif parce que l'État finance les sorties internationales des clubs, même de l'équipe ou même de l'équipe nationale. En retour, on a des pactoles venant de la FIFA, de la Confédération africaine de football et aux droits télé. Mais est-ce que si vous serez président de la fédération, vous allez faire, comment dirais-je, un bilan de ces pactoles-là au niveau face à l'État, parce que l'État qui est le principal pourvoyeur de fonds pour le football au Mali. Écoutez, moi je pense que le football le plus performant, le meilleur des footballs, c'est celui qui est indépendant vis-à-vis de l'État. Ok ? Si le football doit continuer à être dépendant de l'État, il faudrait que ça reste au niveau des sélections nationales, parce que les sélections, tout le monde a une vue sur ça. Mais au niveau de nos clubs, il faut que nous, on travaille rapidement à être indépendants, qu'on puisse trouver les voies et moyens de financer notre football, de financer nos compétitions. Les stades, pour le moment, on ne peut pas construire des stades. Mais chaque club peut construire des stades s'il se met à trouver les partenaires et le financement qui est adéquat pour cela. Les idées, il faut juste les avoir. Mais pour un début... Avec le mécénat, est-ce qu'on peut pouvoir... Non, pas le mécénat, il faut sortir du mécénat. C'est ça qu'on a en train de voir au Mali. Non, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. On a déjà une compagnie de téléphonie qui met beaucoup d'argent dans le football. Alors, on ne peut pas avoir deux compagnies... Un peu comparativement aux autres pays. Oui, mais ça se négocie. Si vous n'êtes pas ambitieux, et ils ne vont pas vous donner de l'argent gratuitement. Il faut être ambitieux. Et en plus, en échange, il faut avoir un produit pour qu'ils sachent que ce produit-là est de qualité. Et vous allez susciter cette ambition ? Pardon ? Vous allez susciter cette ambition ? Mais il le faut. Est-ce que vous allez le faire ? Mais attendez, moi je suis un homme moderne. Moi je ne suis pas dans le passé. Moi je voyage dans le monde entier. Je vois comment ça se passe ailleurs. Je vois comment ça se passe ailleurs. Mais est-ce que vous allez le faire si vous êtes président ? J'ai dit que je vais le faire, sauf si on vient demain me tirer dans les flancs parce que quelqu'un veut être à ma place. Vous tirez dans les flancs. Oui. L'un des objectifs du président de la Fédération malienne de football, je pense, c'est également mettre fin à la crise auquel cette fédération fait face. Oui. Est-ce que vous allez pouvoir mettre fin à cette crise ? C'est très facile de mettre fin à ça. Vous l'avez dit récemment tout à l'heure quand vous parliez des présidents de club. Effectivement, vous voyez le 29, pourquoi moi j'ai dit que je suis la solution ? Si les acteurs du football veulent sortir du piège dans lequel ils sont, que nous avons tous contribué à créer, ils sont obligés, en tout cas en toute conscience, de se tourner vers nous. Parce que nous connaissons le football. Ils ne le connaissent pas plus que nous. Nous vivons le football comme eux. Et nous avons des idées. La preuve, elle est là. Elle est là. Si quelqu'un veut avoir un intérêt collectif dans le football, notre projet est là. Alors, nous sommes victimes d'un système qui est là. Ce système, c'est quoi ? Le scrutin de liste. Le scrutin de liste, il est bien. Avant, vous savez, c'était un scrutin uninominal. On se rassemblait dans la salle. Et puis, on disait, président, qui est candidat ? Voilà, chacun lève le doigt. Et puis, on vote. Après, au suivant. Ça, on l'a terminé avec. On a mis maintenant, c'est une liste qu'on présente. OK, 16 personnes. Après, une fois qu'on est élu, on sait qui doit occuper le poste. Mais regardez, sur la liste, les deux listes de mes concurrents. Parce que c'est ça le piège dans lequel ils sont. Nous, on va les sortir de ce piège-là. En faisant quoi ? Mais attendez, à ceux qu'ils votent pour nous. Parce que c'est à ce seul prix.
À quoi sert de mettre un pays en péril? Justement, pour qu'il vote pour lui, il y a Ahmed Sangaré qui pose une question sur Facebook. Oui. Il dit, comment allez-vous faire pour que les différentes ligues votent pour vous, étant donné que chaque ligue représente des clubs? Ok. Regardez. Vous savez, on est victime de notre système d'élection. Les responsables, ceux-là que vous voyez qui s'entre-déchirent, ils ne connaissent pas les textes du football. Je mets quiconque de venir en face de moi. Je leur montrerai qu'eux-mêmes, ils ont une mauvaise interprétation des textes. Ben Barek, quand vous êtes candidat aujourd'hui, vous êtes candidat en votre nom. Nulle part les textes de la fédération ne demandent à ce que vous soyez candidat d'un club ou d'une ligue. Et d'ailleurs, les nouveaux textes, ils ne vous demandent pas pour être sur une liste d'être dans un comité directeur. Ils vous demandent juste de prouver que vous avez travaillé dans le football pendant 3 ans, pendant les 10 dernières années. Alors, si vous êtes candidat pour le football malien, vous êtes candidat pour tout le monde. Vous n'êtes pas candidat pour votre ligue. Moi, il y a des présidents de ligue que j'ai appelés pendant cette campagne. D'accord, il pose une question, il demande, est-ce que vous êtes d'un club ou d'une ligue? Je vais vous le dire. Des présidents de ligue qui sont censés être des responsables dévoués au développement du football. Je leur dis, je suis candidat. Je vais venir vers vous pour exposer mon projet pour le football. Parce que je souhaiterais que vous profitiez de ce projet-là et que vous le mettiez à contribution pour travailler. Ils me disent tranquillement, Alassane, nous, on ne vous comprend pas. Vous êtes candidat. Nous-mêmes, nous sommes candidats quelque part. Vous venez vers nous. Ça, ce n'est pas cohérent. Alors, vous pensez que c'est avec ça qu'on va gérer le football? Et demain, si vous êtes élu, vous ne serez pas élu pour tout le monde, vous serez élu seulement pour votre ligue. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va gérer le football. Et mes grands frères et mes frères, mes amis, j'ai beaucoup d'amis parmi ces acteurs-là, ils sont dans ce piège-là. Les gens refusent de se parler. La question de Sankaré, est-ce que vous êtes d'un club ou d'une ligue? Je suis vice-président d'un club de 2e division, qui est un membre à part entière de la Fédération malienne de football, qui paye des licences. OK? Et donc qui renfloue les caisses de la fédération. Lequel? Le Sam Sohi Touré de Gao. Il n'a pas le droit de vote, mais c'est la Ligue qui vient voter pour eux. C'est ça qui est dans les textes. Parce que les gens ignorent ça. La Ligue, quand elle vient avec ses 3 délégués de Gao, elle ne vient pas pour voter pour elle. Elle vient voter pour l'ensemble des acteurs de football de la Ligue et de la région de Gao. Mais les gens ont tout travesti. Les gens vendent les voix. Les gens vendent le vote. Et vous pensez que nous pouvons atteindre un objectif louable pour ça, pour développer notre football? Vous l'avez dit, les 2 autres candidats ont plus d'expérience que vous. Alors il y a Moussa Guindo qui demande... Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Dit. Ah non. Non, j'ai dit ce sont mes aînés, ce sont mes grands frères. D'accord. Voilà. Il y a Moussa Guindo qui demande donc sur Facebook, quels sont vos atouts? Mes atouts? Mes atouts, c'est d'avoir ça. Si les Maliens veulent sortir de la crise, si les acteurs demain, en toute conscience, dans la salle du CICB, ils veulent regarder l'avenir, ils veulent penser aux jeunes qui pratiquent le football, ils veulent penser à leur pays qui est pratiquement déchiqueté dans l'insécurité, dans l'absence de paix, et qu'ils veulent faire du football un contributeur à la paix, ils sont obligés de voter pour nous. Parce que nous serons là pour tout le monde. Parce qu'il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de cette crise-là. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux parce que le football, il est fait d'amour. Mais est-ce que ça ne reste pas un texte des écrits? Pardon? Est-ce que ça ne reste pas un texte des écrits? Ah non. Ce programme, il est cohérent. Il est très ambitieux, mais il est applicable. Il est applicable. Et regardez, tout à l'heure quand vous parliez de la sélection, regardez de 2002 à 2012. Mais on a eu les meilleurs joueurs du monde. Vous pensez que le talent suffit à gagner une Coupe d'Afrique? Non. Ils n'ont rien gagné à cause de nos dirigeants qui s'entre-déchirent, la mauvaise gouvernance. Parce que quand les joueurs sont focalisés pour atteindre un objectif, les dirigeants, au lieu de les pousser, de les encadrer, de les protéger, ils se combattent entre eux. Et les joueurs, ils se retrouvent orphelins. Ils se retrouvent abandonnés et après, le courage et la force ne sont plus là. Et de 2002 à 2012, on a gâché toute une décennie, toute une génération. Et ces jeunes-là regrettent aujourd'hui beaucoup de choses. C'est vrai. Alors, c'est la première fois dans l'histoire du foot malien. Et la commission électorale est composée des membres d'un comité de normalisation qui a été mis en place en janvier dernier. Alors, quel commentaire faites-vous du travail effectué par cette commission jusque-là? Vous savez, quand on a installé le CONOR, j'ai fait une publication, j'ai dit j'espère que ce sera notre dernier échec dans le football. Parce que quand on installe un CONOR, ce sont les acteurs qui ont échoué. Et vous savez, parmi ces membres du CONOR, il y a certains qui ne sont même pas dans le monde du football, qu'on est allé chercher.
Si on part les chercher, ça veut dire que nous avons échoué. Et ça ne nous grandit pas. Ça ne nous grandit pas. On est tous des responsables dédiés au football. On aime le football. La plupart de ces gens-là qui s'entre-déchirent, ils ont beaucoup fait pour le football. Mais regardez le gâchis qu'on a fait. Ces pertes de temps, ces pertes d'objectifs qui sont jouables et louables. Mais le Conor, il faut qu'on fasse tout pour que le Conor reste dans le passé à partir du jeudi prochain. Mais attention, c'est que les gens oublient. Et vous entendez certains dire la FIFA ne peut pas nous suspendre la FIFA. Mais la FIFA s'en fout. La FIFA a plus de 200 associations. Si vous, les acteurs, là, vous ne vous entendez pas, la FIFA installe son Conor et puis continue. La FIFA a les moyens de les payer, même jusqu'à la nuit des temps, parce qu'elle a l'argent pour ça. Et c'est eux qui vont gérer le football. Vous ne serez que des accompagnateurs, parce que vous n'aurez pas la main à la pâte. Donc, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on essaie d'avoir une certaine élévation, de nous mettre au-dessus de la mêlée, de dominer nos égos et de penser au football. Parce que le football, mes chers confrères et mes frères, ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Sinon, pourquoi le Barça serait battu par le dernier du championnat d'Espagne? Pourquoi Manchester United, qui est l'un des clubs les mieux cotés en bourse, est battu par le dernier club de... D'accord. Alassane Souleymane, il y a certains entraîneurs locaux qui demandent d'être valorisés. Alors, si vous êtes élu président de la Fédération malienne de football, est-ce que les équipes vont être coachées par des entraîneurs locaux ou est-ce que vous allez aller chercher des entraîneurs internationaux? Mais écoutez, moi, je suis de ceux qui pensent que aujourd'hui, nous avons des entraîneurs qui ont une expertise internationale. Et récemment, vous avez vu l'actuel coach national. Et il a été plébiscité par la CAF qui lui a envoyé, qui lui a donné un nouveau contrat de formateur, instructeur d'élite. Et donc, on a des entraîneurs un peu partout qui ont fait leurs preuves. Je pense à Ali Badra Conti qui est quelque part, je crois, vers le Congo. Je pense à Jonas qui est jusqu'à Djibouti. Il y a un qui est en Mauritanie. Mais on en a beaucoup. On en a beaucoup, ces gens-là. On est allé les chercher parce qu'ils ont travaillé ici. Parce qu'ils ont démontré leurs preuves dans les compétitions internationales. Et c'est à eux qu'on doit confier notre football. Et on doit continuer, eux aussi, à faire une formation continue auprès d'eux pour qu'ils soient à la hauteur des entraîneurs que nous partons chercher à l'extérieur. Moi, c'est écrit, vous le verrez, c'est écrit quelque part, que nous allons donner la chance à l'expertise nationale. Ils ne vont pas être victimes de pression interne? Non, il n'y en aura pas. Souvent, ils sont victimes Non, il n'y en aura pas. Et on n'aura pas de complexe. Si un entraîneur national doit gagner 13 millions ou 20 millions comme un entraîneur expatrié, il l'aura parce qu'il doit être respecté par les joueurs qui viendront de clubs professionnels où ils sont très bien payés et ils doivent respecter leur entraîneur. Leur entraîneur doit être libre vis-à-vis d'eux et il doit être équidistant vis-à-vis d'eux par rapport aux ressources. L'équipementier. Oui, mais l'équipementier, on ira le chercher. Notre compatriote accompagne nos sélections depuis beaucoup d'années. On fera un audit de tout ce qu'il a fait. Si on estime que ce qu'il nous fait est moins que ce qu'on peut avoir ailleurs, on ira ailleurs. C'est pour l'intérêt du football, c'est pas pour nous. Mohamed, avec votre permission, l'homme de la rue, malgré l'adoption par acclamation des textes et règlements du code électoral, reste perplexe, même reste inquiet par rapport à une crise post-électorale. Alassane Souleymane. Oui, la crise, moi, je suis un journaliste. J'observe tout le monde. Nous, on fait des analyses, contrairement aux autres. On nous apprend à faire des analyses. On nous apprend à faire du recul et moi, je fais le recul. Je me suis battu pour ne pas être dans ces clivages-là. Aujourd'hui, je regarde tout le monde. Oui, je n'ai pas d'assurance en tant que candidat parce que j'ai sillonné certains membres électeurs de la FEMAFOOT. Certains m'ont fermé leurs portes. Et ça, pour moi, c'est une preuve qu'on n'a pas compris qu'il faut fermer une... parenthèse, on n'a pas compris qu'il faut tourner une page. Et j'espère que d'ici le jeudi, que beaucoup mettront d'eau dans leur vin, que l'on comprendra que la meilleure manière de servir le football, c'est de répandre la joie, c'est de répandre le bonheur. Parce que qu'est-ce qu'on gagne dans le football quand on n'est pas joueur salarié, quand on n'est pas entraîneur salarié, et même quand on n'est pas président, parce que nos clubs ne sont pas des sociétés, c'est encore des associations. Quand il y aura le professionnalisme, on passera au stade de société. Parce que là, c'est des entreprises qui doivent chercher des ressources ailleurs et avoir des partenariats. Quand on n'est pas salarié, on est tous bénévoles dans le football. On est tous bénévoles. Le bénévole, c'est qui? C'est celui qui vient donner le peu de lui-même pour une cause.
Et donc, on n'a pas le droit de perdre du temps, de gâcher l'avenir et le bonheur des jeunes qui aspirent à jouer au football et à aller au-delà. Et donc, il y a des prémices qui ne nous rassurent pas. Mais je pense que les acteurs qui sont sur les 3 listes aujourd'hui, c'est des personnes intelligentes, c'est des personnes très avisées qui sauront comprendre que l'intérêt supérieur du football malien et au-delà, l'intérêt supérieur de la nation prime sur nous tous. Parce que nous sommes des citoyens, nous sommes en train d'évoluer ensemble dans une nation. Une nation, chacun a son rôle à jouer. Et les acteurs du football doivent savoir aujourd'hui que le football doit contribuer à la paix. Ils doivent être des hommes de paix. On ne doit pas se déchiqueter pour des choses complètement qui n'ont pas de sens. Et le rôle de l'État en Et matière. l'État, je pense que l'État, j'ai suivi quelques déclarations de M. le ministre, Monsieur le ministre des Sports, et puis un certain nombre d'acteurs. Je pense que tout le monde veut qu'on aille vers une sortie de crise. Tout le monde veut que les gens se remettent ensemble, se remettent à se parler. Et donc, à ne mettre que le football au devant. Et si on met le football au devant, vous verrez, le 29, l'élection se déroulera tranquillement. Ceux qui gagneront, tout le monde devrait se mettre derrière eux. Parce qu'on travaille, quand on est à la fédération, on est là pour tout le monde. D'accord, pour l'intérêt général. Il y a Honoré Diarra qui demande sur Facebook, dans votre programme, qu'est-ce qui est prévu pour la promotion des joueurs talentueux du football dans nos communes et cercles? Ah oui, c'est une bonne question parce que vous le verrez dans notre projet. Nous avons prévu 2 programmes. On a Mini-Foot, ça c'est avec les municipalités. Vous savez, la fédération en tant qu'association nationale chargée de la gestion de la promotion du football doit œuvrer au développement du football à la base. C'est vrai, on a nos centres de football, on a nos équipes qui ont leur propre centre de football. Et ils constituent la base. Mais il faut élargir la base. Le football, on doit aller chercher les footballeurs à l'école. On doit aller chercher les footballeurs dans les quartiers. Et les municipalités ont comme responsabilité d'œuvrer au développement socio-économique de leurs entités. Et donc, nous verrons avec les municipalités, dans ce programme Mini-Foot, comment travailler avec la fédération à promouvoir le football au niveau des quartiers, notamment des équipes de quartier, des enfants. Si la fédération doit contribuer à apporter plus de ballons, à apporter plus d'équipements, et même à former les entraîneurs qui entraînent ces enfants-là, on le fera. Parce que c'est ça que la FIFA demande. Le programme Forward 2.0 de la FIFA est là pour ça. On demande aux associations d'imaginer des choses, des projets. C'est ça les innovations. Est-ce que les centres de formation seront impliqués? Tout le monde, mais c'est obligé. Et surtout quand on constate, Mohamed, qu'il y a un foisonnement total de ces centres de formation de football. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez la CAN 2002, la base des joueurs qui étaient là, c'était les joueurs du centre Salif Keita. Parce que le centre, c'est des hommes qui se mettent à se dire et on va chercher les meilleurs talents, tous jeunes. On les met ensemble, on leur donne les moyens et on les aide à développer leurs talents. Et donc, ça, c'est planifié. Ça, c'est ça les projets. Le centre, c'est vraiment le projet type dans le football. Parce que là, on voit le long terme. Et donc, au-delà en 2002, c'était le CSK. Récemment, regardez les joueurs, les Djadja Samasekou, les Haïdra et tout ça. Ça, c'est l'AS Real et d'autres centres. C'est parce que Jean-Marc Guillot est venu, il a proposé un projet à l'AS Real et on a des joueurs de talent. Aujourd'hui, c'est eux qui font notre équipe. Donc, si on ne continue pas à mettre les centres au cœur du développement à la base, si on n'élargit pas, aller au-delà des centres, les écoles, les universités, il faut que la fédération aille là-bas. Vers là-bas pour chercher. Yacouba Tangara. Ok, pour moi, le Mali doit tourner la page la plus sombre de son histoire en termes de football, le jeudi prochain. Alors, selon vous, concrètement, quels sont les enjeux de cette Assemblée générale élective, la FEMAFOOT? Les enjeux, c'est simple. Vous l'avez dit, il faut fermer une page douloureuse. Il faut sortir des élections ordinaires, qui sont des rendez-vous entre amis, entre copains d'enfance, qui chacun sont aujourd'hui présidents de club. On veut être sur les listes parce qu'on s'entend mieux. Et parce que les autres avec qui on ne s'entend pas, on ne compte pas travailler avec eux. C'est comme ça l'état d'esprit aujourd'hui. Alors le 29, moi, ce que je dirais aux acteurs du football, c'est de ne pas oublier que ce n'est pas un rendez-vous à manquer. Le 29 ne devrait pas être un rendez-vous manqué parce que vous savez, la crise a atteint un certain niveau que l'Afrique nous regarde.
le monde nous regarde et les Maliens nous regardent. Et en tant que tous responsables, tous dévoués pour le football, on aime tous le football, mais on est divisés et on ne s'entend pas. Il faut qu'on fasse preuve de surpassement le 29 pour que les délégués qui viendront de leur ligue, Sikasso, Gao, Mopti, Tombouctou, de leurs clubs, les 23 clubs de première division, les 9 clubs champions de deuxième division et les 3 groupements sportifs, médecins, entraîneurs, anciens joueurs, que l'on se rappelle la responsabilité historique commune qui doit être partagée. C'est que le 29 ne doit pas être un rendez-vous manqué. Le 29 doit être ce rendez-vous qui nous sorte de la crise. D'accord. Parlons de traitement de l'information. Parlons de traitement de l'information. Oui. Le rôle des hommes de médias est très important également. Oui. Et on voit de plus en plus au Mali que le traitement de l'information équilibré, neutre, indépendant fait défaut au football malien. On voit beaucoup de journalistes sportifs qui sont d'un bord ou d'un autre. Comment allez-vous faire pour réguler ce secteur? Écoutez, moi, depuis le début de cette crise, chaque fois que j'ai parlé avec un confrère, quand je le vois afficher son parti pris, je lui dis, si c'est un petit frère, je dis, petit frère, tu fais fausse route. Si c'est un grand frère, je dis, grand frère, ressaisis-toi. Attention, c'est des hommes et des femmes qui se combattent. Ils font leur combat propre. Ce n'est pas ton combat. Ton combat, en tant que journaliste, c'est de chercher à être au milieu. Ton combat, en tant que journaliste, c'est de donner l'information. Et surtout l'information équilibrée. Ça, on l'enseigne dans les écoles. On l'enseigne dans la vie, dans la pratique. Tous les jours, quand on se côtoie entre confrères, il faut qu'on se rappelle cela. Et regardez... Mais est-ce qu'ils ne le savent pas? Non, ils ne le savent pas. Qu'est-ce qui les pousse vers ça? Oui, mais écoutez, c'est le manque de... Parce que c'est le manque de conscience. Parce que, vous savez, quand vous pratiquez une profession, il faut garder sa conscience. Il faut tenir à ce que vous soyez en phase avec votre conscience. Et la meilleure des consciences, c'est celle qui est dédiée au travail bien fait. Et comment allez-vous lutter contre ça? Est-ce à travers des conseils ou à travers des sanctions? En tant que qui? En tant que président de la Fédération. Mais écoutez, en tant que président de la Fédération, moi, je tiendrai à être équidistant avec les journalistes. Vous savez, on peut faire du journalisme, mais il ne faut pas confondre le journalisme et la communication. Ce n'est pas du tout la même chose. En tant que président, je verrai à ce que l'information autour de la fédération puisse être bien donnée. On a une commission pour ça. On a des médias partenaires. On peut nouer des partenariats avec les médias. Mais moi, je serai le dernier à aller manipuler un journaliste parce que je veux qu'il aille dans un sens. Parce qu'aujourd'hui, je suis enseignant de journalisme dans l'école de journalisme. Et donc, moi, je ne peux pas faire ça. Et si c'est le journaliste qui vient vous demander de le manipuler en vous proposant quelque chose? Ah non, ça écoutez, moi, je pense que dans le milieu du football, on me connaît pour ça. Dans le milieu de la presse, on me connaît pour ça. La preuve, j'ai fait ma conférence de presse dans la semaine ici. Les journalistes, quand j'ai terminé, je leur ai dit, attention, le journaliste ne vous donnera pas de l'argent. Et ça a été clair. C'est un message qui a été très bien entendu. Je n'ai même pas fait j'ai été sans détour. D'accord. Alassane Souleymane, si vous êtes élu président de la Fédération malienne de football, est-ce que le Mali va remporter une Coupe d'Afrique des Nations? Très bonne question. C'est ça le troisième pilier de notre projet, les performances. Nous avons dit, avec un football apaisé, avec des acteurs qui se mettent ensemble, en 2023, si Dieu le veut, et que si moi je suis à la tête de la fédération, je vais apporter une Coupe d'Afrique ici. En 2023, je ne l'apporte pas, je vais partir. Chez les seniors. Voilà, chez les seniors, bien sûr. Chez les seniors. Oui. Je reste dans le sillage. Et j'ai dit en 2022, nous irons à la Coupe du Monde. Ce n'est pas excusable. Ça va être une première. Mais bien sûr. Je reste dans le sillage de Mohamed parce que vous avez été à l'origine de la création de la commission média et agent média au niveau de la Fédération malienne de football en 2009. Alassane Souleymane, si vous serez élu président de la Fédération malienne de football, les médias, quelle va être la part des médias dans leur progrès, dans leur épanouissement pour faire développer le football malien? La première des choses, vous savez quelle est... Rapidement, vous savez ce qu'on reproche beaucoup au Mali, aux gens, c'est de ne pas lire les textes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le sport. Les acteurs même qui se déchirent, je vous l'ai dit, ils ne connaissent pas les textes. Ça, c'est un. Les journalistes qui sont chargés de véhiculer l'information, ils ne connaissent pas les statuts, les règlements, le code électoral, ils ne connaissent pas. Des centres de formation, là. Mais c'est notre devoir de promouvoir nos propres textes.
ils doivent être connus de tous, jusqu'au soubassement à la base. Si un journaliste mal informé, c'est un criminel qui est dans la nature. D'accord. Et voilà. Merci Alassane Suleiman. Merci aux deux journalistes, Mamadi Diakité d'Ibn Barek et Yacouba Tangara, respectivement de la radio Bamakan et de Planète Sport Mali. Je rappelle que l'élection à la présidence de la Fédération malienne de football est prévue le jeudi prochain et ce sera au CICB ici à Bamako. Et Studio Tamani a décidé d'offrir son plateau aux 3 candidats. Aujourd'hui, c'était Alassane Suleiman. Demain, mardi, nous recevrons Bavieux et après-demain, mercredi, ce sera Salah Babi. Merci à tous, à la régie audio et vidéo Peting Diara et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.